Alors on va inviter désormais à prendre place là où était Jean-Numa Ducange à nos deux invités, Florent Groisel et Youn Locard. Pendant qu'ils se préparent, je tiens vraiment, bon, les historiens prestigieux sont là, mais à remercier les deux personnalités qui vont prendre la parole parce qu'ils sont les auteurs de ces deux magnifiques tomes qui vont être suivis par, ils vont nous le dire d'ailleurs, il y a un tome 3 qui est prochainement en préparation, sont des auteurs de bande dessinée, dessinateurs, artistes, historiens, donc Révolution, si vous ne vous êtes pas procuré, faites-le. Et il nous a semblé intéressant, et je vais aller vite pendant la parole, c'est que ça a été évoqué déjà dans ce débat, et parfois cette propagande, pourrait-on estimer, cette offensive politique qui vise à salir ou à détourner du sens de la Révolution, il y a toute une série, un art populaire qui sont utilisés, le cinéma en particulier. Je ne vais pas développer, je m'étais amusé à faire une tribune quand le film Les Visiteurs, qui m'a beaucoup fait rire dans les tomes 1 et 2, s'accorde à faire les Visiteurs sur la Révolution. On a toute une série de clichés, de caricatures, évidemment, qui renvoient au caractère dictatorial, etc. Bon, il y a toute une série de romans qui ont lieu là-dessus. Alors, et là, on a une bande dessinée, art populaire Silané, qui, de mon point de vue, atteint un niveau de qualité que, personnellement, je n'ai jamais vu, à la fois sur le dessin, évidemment, sur le souci historique, qu'avec Pierre, on voulait saluer, parce que c'est quelque chose qui est exceptionnel. Alors, ils ont gagné tous les prix, Angoulême, le prix de l'humanité, tu me dis Pierre en premier, etc. Ils sont auréolés de gloire et ils vont continuer. Ils n'avaient pas besoin de nous pour se faire connaître, mais c'est un tel travail extraordinaire que ça nous semblait pertinent que vous soyez là. La question, c'est pourquoi faire le choix de la Révolution française comme objet? Qu'avez-vous ressenti? Vous l'avez déjà exprimé, mais vous allez nous le redire pour quelle raison ce travail vous a semblé nécessaire. La manière dont vous l'abordez aussi est très particulière, c'est-à-dire un souci du détail historique et, moi, pour l'avoir lu, une volonté assez claire qu'il n'y a pas de grand personnage. C'est le peuple qui est présent à tout moment. Il y a même, si on ne connaît pas bien la Révolution française, une absence de chronologie très claire. C'est des événements qui se succèdent, mais tout ça est extrêmement bien exprimé et montré. Je ne veux pas être trop long, mais moi, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi des artistes, oui, je vais vous qualifier comme tel, des artistes dans un art populaire font ce choix qui va à rebrousse-poil de beaucoup de choses et qui sans doute a la volonté de sortir des simplifications. C'est un travail extraordinaire. Moi, j'ai hâte que vous sortiez bientôt votre tome 3. Vous êtes breton, ça se ressent en particulier dans les personnages qui sont choisis. Une manière de saluer que les premiers députés bretons, s'étant réunis dans un club pour un peu se mettre d'accord, ont donné naissance au club des Jacobins. Et il n'y a pas d'opposition, bien sûr, entre l'amour de la Bretagne et le jacobinisme. Je dis ça parce que je me suis fait parfois un peu reprocher des choses, mais voilà. Donc, chers amis, merci de votre présence. Je vais vous donner la parole. Voilà, à vous de voir. Je sais qu'en plus vous travaillez d'une telle manière selon les pages, c'est l'un ou l'autre qui dessine, mais cette œuvre, pourquoi l'avez-vous faite? Quel but et quelle ambition vous lui donnez? Et comment vous vous inscrivez justement dans ce qu'on fait aujourd'hui? C'est-à-dire, il y a un événement considérable qui est fondateur de ce qu'est la République, qui est propulsif, me semble-t-il, par rapport à des problématiques actuelles, et que vous avez souhaité sans doute, par votre œuvre, restituer dans sa complexité et dans sa dimension populaire. À vous la parole, il y a des images qui vont être projetées, et je vous remercie encore de votre présence. Bonjour. On est un peu intimidés, on a aussi, on a plein de trucs à dire, mais on n'a aussi pas l'habitude de parler comme ça, on n'est pas professeur en vrai. Donc on a plutôt l'habitude d'interagir en fait avec les gens, donc que ce soit avec vous. On va interagir. N'hésitez pas à nous relancer, voilà. Interagissez. Peut-être en répondant à une question. Oui, oui, déjà on a une question pour nous lancer, voilà, sans problème. C'est pourquoi ce choix finalement d'aborder la Révolution française? Il y a eu d'autres bandes dessinées. Pourquoi ce thème et là aussi ce parti pris, je le répète, de ne pas l'aborder à travers des grands personnages, mais à travers un grand mouvement populaire. Et ça, déjà, je crois que c'est quelque chose qui est votre marque de fabrique, si je puis dire. Peut-être une réponse là-dessus. Et puis tout le travail qu'il y a derrière, parce que je sais, vous l'avez déjà exprimé dans d'autres interviews, c'est que vous avez mis 5 ans, dites-vous, à commencer à travailler. Donc pour vous, c'est pas uniquement du dessin, la bande dessinée, c'est un art sérieux, quoi. Et ça, par rapport à des choses parfois... avant de vous donner la parole, que les choses soient claires,
moi, quand Victor Hugo fait 1793, il y a une part romancée de certaines choses. Il ne s'agit pas de critiquer. L'art a le droit de déformer la réalité historique, il va de soi. Sinon, on serait dans une vision qui serait absurde. L'artiste est libre. Mais là encore, vous m'avez peut-être déjà vu dans l'utilisation de la Révolution française à travers des arts populaires. Je vais prendre le jeu vidéo avant de vous donner la parole. Ça nous a amené à réagir avec Jean-Luc Mélenchon. Quand on utilise la Révolution française pour le jeu vidéo, qui est le premier objet culturel que les jeunes s'achètent, j'applaudis. C'est génial. Assassin's Creed, que vous avez peut-être vu, est une vision de Paris absolument magnifique et tout. Mais est-on obligé, quand on utilise ça, pour immédiatement faire le support, que Robespierre serait à la recherche de peau humaine pour se faire des manteaux, etc. etc. On n'est peut-être pas obligé, vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir un jeu qui prend ses libertés avec la réalité, qui évidemment amène à ce qu'il y ait des moments de combat, etc. Mais on n'est pas obligé de véhiculer immédiatement une vision assez terrifiante de ce qui a eu lieu. Et vous ne faites pas ça. Et vous allez même plus loin. Et ça, alors bon, à vous de me dire et de nous dire, je suis déjà trop long. À vous la parole. Allez, je vais pour vous lancer. Ah bah on va pas continuer. On ne fera pas référence aux peaux humaines de Robespierre. C'est pas du tout effectivement l'objectif. Non, il y a deux choses un peu différentes. J'ai l'impression à l'origine de ce projet et de la manière dont on le mène. C'est que d'abord il y a une vision que nous on a héritée de nos cours de primaire, de collège, typiquement à l'époque du bicentenaire. Donc on avait une vision, comme énormément de gens, je pense, quand on en parle aujourd'hui, une vision que beaucoup de gens partagent, quoi, sur la Révolution, qui est comme une sorte de monument tricolore dès son origine, et qui en fait est toute tendue vers 1989. C'est comme si on avait eu un récit de la Révolution qui était forcément couronné par... en fait, le moment de 89, quoi, dont on parlait tout à l'heure, quoi, de 1989, ce qui est quand même un peu étrange, parce que du coup, tout ce qui est fait un peu, enfin, qui est problématique ou intéressant ou très créatif dans la Révolution française est un peu expurgé pour en garder que des trucs qui confirment le présidentialisme de la 5e, etc., etc. Nous, on était enfants ou ados sous Chirac, quoi. On n'était pas du tout convaincus par cette espèce d'enchaînement qui amène de la prise de la Bastille à Jacques Chirac, quoi. Il y a un truc. Et pourtant, les symboles sont là. Enfin, on est encore, même si on en parlait tout à l'heure, ils sont un peu monter les uns contre les autres, mais les symboles sont là. Ici, on est dans un truc, une forme d'hémicycle. Tout ça parle du moment de la Révolution française, quoi, de cette invention du parlementarisme, etc., etc. Donc, on voulait d'abord déconstruire, nous, la vision qu'on avait de la Révolution, qui était plutôt celle-là, plutôt quelque chose une sorte de une manière de présenter la Révolution très tiède et très modérée, quoi. D'ailleurs, la référence à 89 là-dedans, elle est très importante, quoi. Et c'est pas 92, et c'est pas le 10 août qui est commémoré, quoi. Et après, il y a aussi donc, le regard effectivement plus contre-révolutionnaire, et vraiment très clairement contre-révolutionnaire et monarchiste dans les arts populaires, mais aussi à la télé, avec les historiens de service, qui sont pas des historiens d'ailleurs, mais qui sont ouvertement royalistes. Donc ça, c'est un deuxième point qui nous a semblé important, quoi, d'essayer de démasquer aussi ça, quoi. Ouais. Bah oui. Et puis sur la manière, ouais, donc finalement, donc c'était ça, en fait, redonner peut-être un récit révolutionnaire de la Révolution, quoi, simplement, puisqu'elle est toujours présentée comme fondateur de l'ordre républicain, en fait. Alors que c'était pas forcément sa vocation à la base d'aboutir sur Jacques Chirac, puis Macron, puis le roi d'Angleterre à Versailles. Et tout le monde trouve ça normal. Donc il y avait cette volonté-là, ouais, d'en redonner un récit, et donc à la fois plus populaire et tout, mais aussi plus vif et plus indéterminé aussi, c'est-à-dire de montrer un peu, comme disait Florent, toutes les potentialités en fait qu'il y a là-dedans, quoi. D'essayer de nous mettre à la place, dans la peau des gens qui vivent ça au moment où ils le vivent, sans savoir ce qu'il y aura derrière, quoi.
et d'essayer de mettre les lecteurs et les lectrices dans cet état d'incertitude et en fait d'espoir qu'on imagine hyper fort, quoi. À la fois inquiétant, enfin ouais, d'être suspendu dans le vide. C'est sans doute ça qui est le plus, je sais pas, le plus, ce qui nous saisit le plus, quoi, qui nous intéresse le plus, d'imaginer d'être dans cet état-là. Parce que, en effet, 1789, et puis enfin, je sais pas jusqu'à quand ça dure d'ailleurs, la Révolution française, c'est un moment qu'on imagine hyper exaltant, quoi, où les gens ils dorment même plus. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, donc nous on travaille là-dessus depuis bientôt 10 ans déjà, quoi. En effet, le temps, la partie la plus longue pour nous, c'est vraiment de se documenter et de faire tout ce travail de se mettre en condition de pouvoir imaginer quelles infos parviennent à nos personnages, dans quel ordre, et puis comment ils réagissent, et puis quelles sont les forces en puissance, et puis qu'est-ce qu'ils peuvent bien imaginer faire pour participer au mouvement comme ça de l'histoire, quoi. Ça nous a pris de nombreuses années, ouais. Pardon. Non, pardon. Ouais, non, parce que voilà, parce qu'on n'est pas historien. Et donc en fait, ce travail de documentation, il est même au cœur du projet, dans le sens où l'idée qu'on avait de la Révolution en commençant était très caricaturale, quoi, par rapport à l'idée qu'on en a aujourd'hui. Je pense que si on avait fait la BD en 1 an au lieu de 5, le résultat aurait été très différent, quoi. En fait, on s'imprègne au fur et à mesure, et on n'a pas de discours sur la Révolution, quoi. Je veux dire de discours préexistants, quoi, au moment où on se lance là-dedans. Ou plutôt, on en a un, mais qu'on n'a plus, qui a changé depuis, quoi, et qui n'a pas fini de changer, quoi. Et ça, c'est vraiment important, quoi. C'est-à-dire qu'on construit l'histoire en dialoguant. En fait, on essaye de, je sais pas, de proposer un récit, un contre-récit, puisque le récit général de la Révolution, il est réactionnaire. Donc nous, on se pose en opposition avec les gens dont tu parlais et tout. Et on essaye que la méthode soit elle-même, on essaie de se faire, je sais pas, on est comme une petite république. Où on dessine tous les deux, on écrit tous les deux, les scénarios, les dialogues, on se documente tous les deux. Il y a un refus catégorique en fait de se spécialiser, quoi, malgré qu'on a chacun peut-être des capacités différentes dans certains domaines. On essaye d'aller aussi contre ça, quoi. Et pour continuer dans ce sens-là, c'est vrai que en fait, la longue durée du projet a fait que petit à petit, les sujets qui nous semblaient hyper importants au départ se sont un peu infléchis, quoi. Au début, donc il y avait ce projet de faire un truc populaire, assez choral, avec pas mal de gens qui sont d'ailleurs des représentants de couches très différentes de la société. Il n'y a pas et même politiquement, quoi. Et ils sont hyper divers. Et puis petit à petit, notre premier tome se concentre beaucoup sur les événements de l'été 89 à Paris, parce que je pense qu'on était forcé de partir de ça, quoi. Et puis petit à petit, nos lectures et nos centres d'intérêt changent pas mal aussi. Et on recommencerait pas du tout de la même manière, sans doute. Je pense qu'en fait, il y a une espèce d'ouverture aussi sur d'autres thématiques qui résonnent vachement dans l'actualité, mais qui vont aussi avec un certain état de la recherche, avec des livres auxquels on a accès aussi maintenant. Puis du coup, on a tendance à décentrer beaucoup aussi ce récit, et je pense que ça va continuer, quoi, sur une révolution qui n'est pas simplement franco-parisienne, mais en fait qui est au moins atlantique, voire mondiale. Et ce qui se passe dans le monde colonial est pas du tout un à côté, quoi. C'est en fait peut-être le cœur de ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Entre, on n'est pas du tout les seuls à le dire. Ouais. On le dit à la suite, voilà, de gens aussi, parce qu'on a accès maintenant plus peut-être au monde de l'historiographie contemporaine et tout. Et cet aspect-là fait que, voilà, le projet en tout cas est plus du tout si clair pour nous, quoi. C'est pour ça qu'on disait que voilà, nos présupposés de base, ils ont été un peu battus en brèche, et puis on en change assez régulièrement. Je leur demandais, comme ils nous ont fait le plaisir de montrer des planches, peut-être, afin que, y compris
vous nous disiez lesquels doivent être projetés. Et puis moi, j'aimerais que peut-être vous nous précisiez, vous dites on est rentré avec un état d'esprit, puis on a évolué. Sur quoi notamment qu'est-ce que c'est qui a le plus évolué? Moi, ça m'intéresse. Il y avait un peu un projet de réhabilitation, peut-être de figures ou de mouvements, ou peut-être de la révolution en elle-même. Et c'est vrai que des mecs comme Robespierre, ou d'ailleurs les députés en général de la Convention, n'ont pas laissé... Bon, il y a une espèce d'injustice historique ou historiographique dans le rapport, ou même plutôt peut-être commémoratif, parce que historiquement, il y a tout, il y a plein de boulots super intéressants, il n'y a pas de censure, Mais dans la partie visible, ou justement peut-être plus officielle ou commémorative, en fait, c'est vrai, on peut... Enfin, nous, moi, j'ai ressenti ça, c'est ce qui m'a donné envie de bosser là-dessus, de me dire, c'est vraiment dégueulasse le traitement qu'il a subi Robespierre dans l'historiographie depuis. Et en fait, je m'en rends compte d'un seul coup à 25 ans, alors que je m'intéresse vachement à l'histoire sociale et tout. Ça faisait longtemps que j'avais compris que la Commune, c'était un truc cool, et la Révolution française, c'était pas un truc cool, Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas un truc cool, simplement parce qu'il est raconté de manière pas cool. D'où l'envie de s'y mettre, Et puis finalement, en travaillant... Ouais. Et puis finalement, en fait, en travaillant, on se rend compte que, c'est vrai, Robespierre, l'histoire, la mémoire nationale est injuste avec lui. Et en même temps, finalement, c'est pas ça qui nous intéresse le plus, Ce qui nous intéresse, c'est les dynamiques générales, sociétales et historiques dans un sens large. En fait, c'est vrai, même parler de Révolution française aujourd'hui, si on omet la question coloniale, par exemple, en fait, c'est absurde, Ça n'a même pas de sens. D'ailleurs, d'où vraiment, on vous remercie que le sujet soit à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que c'est méga important, En fait, c'est fondamental, Donc, c'est aussi une histoire du début. C'est une histoire du début du parlementarisme, mais aussi de la société industrielle et des oligarques et de la pollution industrielle et du commerce mondial basé sur le travail des esclaves et l'importation des produits d'un bout à l'autre de la planète. C'est ça aussi la Révolution française, c'est un moment charnière dans lequel c'est pas... nous, en tout cas, ce qu'on aime à penser ou ce qu'on pense, c'est que c'est pas la psyché et la force d'âme de quelques tribuns qui fait marcher l'histoire, c'est des dynamiques beaucoup plus profondes. Et donc on cherche, finalement aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. En fait, c'est vraiment d'imaginer, d'essayer de faire revivre un peu, je sais pas comment, d'incarner un peu cette période dans des personnages qui nous paraissent crédibles et qui se comportent de manière crédible, et justement d'aller voir en dessous de tous ces clichés des gens qui se baladent dans la rue avec des cocardes et des fourches, comme il y a dans Assassin's Creed. En fait, quand on se promène dans Paris, à tous les coins de rue, il y a un mec qui arrive avec sa fourche en disant « Un aristo !» C'est intéressant parce que le jeu est sorti au moment un peu où on commençait les recherches. On s'était dit que ça serait un super... les images qu'on avait vues paraissaient géniales dans la représentation de Paris et tout. Puis en fait, très vite, on a déchanté, parce qu'effectivement, il y avait rien ne tenait, y compris les architectures qui sont toutes faites pour pouvoir s'accrocher dessus. En fait, c'est vraiment l'illusion totale, Et ce qui est dramatique, c'est plutôt de faire croire que ces jeux-là, cette série-là, soit un espèce de premier pas dans l'histoire, dans la vraie histoire, en tout cas, je me rappelle avoir joué et d'être très déçu par ce que je trouvais. Et peut-être que c'est une manière aussi de faire de cette BD, de conjurer ça. Nous, on a un intérêt. Moi, si je pouvais faire un jeu vidéo sur la Révolution, ce serait vraiment tellement génial. Par contre, on a nos moyens assez limités, mais en même temps qui sont vraiment vachement efficaces par rapport au coût que ça nous... avec du papier et de l'encre, on peut, et pas mal de temps, redonner vie à Paris et le faire de manière vachement plus engagée peut-être qu'un espèce de studio de jeux vidéo, où en vrai c'est aussi un prolétariat à moitié, les gens qui font des personnages en 3D à la chaîne. Moi, j'avais pour le coup vu une conférence à l'époque avec Jean-Clément Martin qui travaillait sur le jeu, et où les gens reconnaissaient qu'ils avaient dû utiliser des personnages qui allaient être dans un autre jeu vidéo après, donc les costumes n'étaient pas terribles parce qu'en fait ils sont ceux de 1830 aussi. Plein d'espèces de petits trucs qui font que
pour des raisons économiques, on fait dire aussi à l'histoire des bêtises, quoi. Donc voilà, il y a ce souci-là peut-être d'être les plus justes possible, quoi, autant qu'on peut l'être, et dans les marges de cette histoire qu'on reconstitue, de montrer des gens qui, comme disait Youn tout à l'heure, qui sont pas du tout, qui savent pas comment ça va se terminer, comment l'histoire a fini par advenir, quoi, et qui du coup peuvent aussi faire des hypothèses. Je sais pas, là, bon, par exemple, je commente la planche, on voit les députés qui décident de lancer les premières lignes ou les premières ébauches d'une constitution, quoi. Les fameux députés de ce club breton, qui sont les progressistes de 89, et qui s'imaginent qu'ils vont mourir le soir, quoi, réprimés par l'armée royale qui est en train de se masser tout autour. Ça, c'est pas un moment qui est trop imaginé, représenté. Nous, on en avait en tout cas, je pense, jamais entendu parler, quoi. La possibilité que les états généraux se terminent dans un bain de sang, ou en tout cas par l'arrestation de tous les éléments les plus radicaux, c'est pas quelque chose qui est enseigné, quoi. Mais eux, ils ont vécu leur journée comme ça, quoi, ce qui devait quand même un peu changer leur projet politique. Et en même temps, c'est pas une histoire institutionnelle que vous livrez dans votre œuvre. Voilà. Évidemment, des moments comme cela, ils prennent toute leur place, mais c'est un peu ce que tu disais, Youn, tout à l'heure. C'est vraiment vécu de l'intérieur, et on découvre en même temps que les acteurs ce qui est en train de se passer. Quelque chose d'assez... C'est un choix délibéré que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire ne pas vous couper, évidemment, des grands événements et de ce qui se... Mais de ne pas livrer une histoire institutionnelle ni didactique. Ça, c'était peut-être aussi une dimension importante pour vous. Et pourtant, vous avez fait beaucoup de recherches. Je crois que vous êtes encore en train de faire des expéditions au musée Carnavalet, me semble-t-il, tu disais tout à l'heure, pour faire des recherches. Alors moi, ce qui m'intéresserait... peut-être aussi, sans vous ôter la parole, c'est de savoir, parce que je pense que les historiens qui sont là, ils ont regardé votre travail. Ce serait peut-être intéressant s'ils ont juste quelques mots à en dire, qui nous racontent en quelques mots comment ils regardent cette aventure-là. On accueille une classe, je crois, ouais, Alexis. On accueille une classe, on les salue. Bonjour les enfants, bienvenue à l'Assemblée nationale. Pardon ? L'école Jules Ferry à Bagnolet. Et on remercie leurs professeurs et leurs accompagnateurs. Bon, ça vous tente ? Sinon, peut-être... Pardon. Attends, Ouais, bien sûr. Vas-y, si tu veux. Tu veux commenter ? Vas-y. Qu'est-ce qu'on disait sur... Oui, non, sinon... C'était pas un projet didactique. Ouais, d'ailleurs, c'est bien que les enfants arrivent à ce moment-là. Oui, effectivement, c'est pas une histoire c'est pas un récit qu'on veut être un cours d'histoire sur la Révolution, quoi. Ça va pas remplacer un petit précis. Il y a des gens qui font ça très bien. Des petits résumés de l'histoire de la Révolution, enfin plus ou moins courts, des nouvelles histoires, des nouvelles histoires de la Révolution. Il y en a un paquet. Mais nous, on avait envie vraiment d'être un peu au cœur des événements et aussi au cœur de certaines réalités populaires. Par exemple, des quartiers dont on n'entend pas trop parler, à part quand on est vraiment dans le sérail historiographique. Mais on a commencé, et c'est important d'en dire un mot, sur un des livres les plus importants, était un livre de Raïm Burstein qui parle du Faubourg Saint-Marcel et qui détaille vraiment de manière extrêmement précise les évolutions politiques dans un quartier, quoi, et dans un des faubourgs les plus pauvres de Paris, enfin le plus pauvre, en parlant de tout ce qui s'y passe au jour le jour, de tout le personnel politique, la manière dont les gens s'investissent dans les assemblées locales, dans les sociétés fraternelles qui se montent. Enfin, il y a quelque chose de l'ultra-localisme, quoi, et qui, en fait, a eu une influence énorme sur la manière dont on a pensé l'histoire, quoi. Et on aimerait bien garder cette dynamique. Alors, le travail de Raïm Burstein, il est vraiment monumental. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup d'autres exemples de ce genre de monographie très locale, quoi. Mais
on a quand même du coup cette méthode un peu d'aller chercher les choses au plus près de... Donc ça peut être des histoires vraiment qui n'intéressent pas du tout le reste soi-disant de la nation, mais en fait qui parlent exactement de ce moment-là, quoi. Par exemple, des mouvements ouvriers de carriers qui sont censés combler des trous qui sont partout sous Paris, et Paris, enfin tout le quartier Saint-Marcel s'effondre, et les administrateurs retiennent leur salaire pendant toute la Révolution. Ça parle vachement mieux à nos yeux de ce qui se passe politiquement, parce que tout à coup les ouvriers s'emparent de la rhétorique révolutionnaire pour porter leurs revendications, et que les administrateurs aussi vont faire jouer tout un tas de mécanismes politiques qui sont en train de s'inventer. Pour nous, c'est vraiment beaucoup plus facile de parler du quotidien des gens en faisant comprendre la situation par ces petits détails-là, qu'en étant toujours surplombant, en gardant toujours sous les yeux les lieux de pouvoir, les trucs... En fait, là, c'est un peu marrant parce qu'on a fait une sélection où il y a quasiment que des images de l'Assemblée. Et il y en a assez peu, quoi. Dans les 2 volumes qui sont assez gros, les lieux de décision politique, enfin principalement du coup les différentes assemblées, d'abord à Versailles au moment des États généraux, puis à Paris donc dans les 2 tomes qui sont là, c'est plutôt la salle du manège qui n'était pas très loin des Tuileries. On les montre assez peu. D'ailleurs, quand on les montre, c'est quand même assez souvent pour démentir une sorte de légende dorée, quoi. Par exemple, là, on montre la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Mais elle est vue à dessein par le pire contre-révolutionnaire de notre histoire, qui, tout étant roturier, en fait, marche pour la noblesse, et il commente en fait le truc, et il commente aussi les renoncements et l'espèce de côté un peu calcul politique de cette nuit du 4 août, qui était quand même une manœuvre plus qu'un vrai choix politique, parce que par exemple l'abolition des droits, 3 ans plus tard, les paysans, ils la réclamaient toujours dans les mêmes termes. Elle a fini par être concédée en 93, mais toutes ces années-là, les paysans continuaient à payer des redevances, les droits féodaux et tout, ça n'avait pas disparu dans les faits, quoi. Donc on choisit aussi ce côté un peu ironique. Je pense que c'est un bon terme pour définir comment est-ce qu'on essaye de montrer les choses, quoi. De jamais se laisser embarquer par l'espèce de... d'héroïsme révolutionnaire, quoi. On essaye de toujours montrer quelqu'un dans le public qui n'est pas d'accord ou qui ne comprend pas ou qui voit ça d'un œil un peu différent, et qui fait qu'on contrebalance même les beaux moments de cette histoire révolutionnaire ont un espèce de contrepoint un peu ironique, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental pour nous. Alors les historiens, je crois que Jean Dumas Ducange voulait répondre à la question comment il regarde cette ironie. Mais... Alors, attendez, oui. Non, je voulais juste dire un mot parce qu'effectivement, si vous partez du principe qu'il faut se réapproprier la Révolution française, ses différents épisodes, la Première République, la suite, etc. Bon, même en choisissant, enfin je l'ai fait tout à l'heure, évidemment, des illustrations, des estampes du 19e siècle, vous tombez assez vite dans des choses relativement abstraites sur un certain nombre de choses, parce que les modes d'appropriation par les images et autres ont considérablement évolué depuis le 19e siècle. Et par ailleurs, effectivement, ce qui est difficile, parce que vous dites à juste titre, oui, par ailleurs, il y a des ouvrages, des manuels, des précis, l'histoire de la Révolution française. Je pense qu'il n'y en a jamais autant eu, d'ailleurs, d'une certaine manière. Le choix est même... vous savez même pas si vous cherchez un manuel d'histoire de la Révolution française, vous ne savez pas par lequel commencer si quelqu'un vous dit pas non, déjà parce qu'il y a des opinions très différentes et que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais du coup c'est presque désarmant si vous voulez de rentrer dedans. C'est ce qu'on me dit souvent quand on fait des cours même élémentaires dessus, de m'attendre par quoi commencer, là la Révolution, il y en a 36, le moindre événement peut être l'objet d'ouvrages, etc. Et donc pour nous, je mets un nous relativement inclusif, mais si vous voulez, comme la dimension populaire nous intéresse de tout cela, et que quand même la République est devenue quelque chose de très institutionnalisé avec des symboles, puis on est en France, on hérite même dans les symboles républicains de la monarchie, partiellement on en parlait, donc remettre le curseur vers le populaire est quand même assez compliqué, toujours.
dès qu'on parle de République, Révolution française et autres. Donc là, effectivement, ce que vous faites, à mon avis, en insistant sur ça, en permettant à des gens de voir à quoi pouvait ressembler l'époque, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde de se dire à quoi ressemblait, même au niveau vestimentaire, au niveau alimentaire, plein de petites choses qui, quand vous êtes plongé totalement dedans, quand vous êtes enseignant, et ça, vont de soi, mais c'est très difficile de trouver des points d'entrée différents. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est pas du tout mon imaginaire et ma façon d'entrer les choses, vous l'aurez compris, mais je suis lucide sur le fait que pour qu'on puisse, notamment, effectivement, votre anecdote sur on est à l'Assemblée, on n'a pas trouvé trop de moments, on n'a pas évoqué tant que ça à l'Assemblée, etc. C'est bien aussi d'avoir quelque chose qui, effectivement, donne de la chair davantage qu'un discours plus abstrait, même comme celui que je peux me dire, hein, objectivement, sur la question du populaire et de l'intervention populaire. Parce que c'est pas évident, effectivement, à faire comprendre à travers même les documents historiques qui nous ont été transmis. Donc ça, c'est... puis voilà, il y a tout le côté, même là, parce que oui, c'est ça qui est projeté, mais tout le côté, les cris, les slogans, etc., qui résonnent. C'est effectivement, on peut le dire comme ça, mais encore faut-il avoir quelque chose qui nous le montre pour un public élargi, effectivement, et sans tomber dans la didactique, parce que la didactique, du coup, ça refait penser au manuel scolaire, etc. Donc on est dans un autre registre. Donc effectivement, c'est peut-être là une des clés de la transmission, tout simplement, finalement, de l'apprentissage de tout ça. En fait, des récits didactiques, c'est ça, il y en a beaucoup, quoi. Et même, on avait l'impression qu'il y avait presque exclusivement ça, quoi. En fait, il y a très peu de films qui se passent pendant la Révolution, par exemple, mais qui n'ont pas vocation à raconter la Révolution, ou je sais pas comment dire ça, quoi, mais des choses qui juste s'attacheraient à donner vie à quelques personnages. Voilà, c'est dans cette période-là, c'est ça que ça raconte. Ben ouais, par exemple, voilà, nous, une scène comme ça où en fait l'Assemblée, c'est en octobre 1789, est envahie par des manifestantes, surtout des femmes qui viennent de Paris pour ramener le roi à Paris, donc qui arrivent à l'Assemblée quand elle est encore à Versailles, quoi. En fait, qui sont le moteur de l'histoire en route, quoi. Et puis tous les députés qui sont là, bah dis donc, elles sont toutes mouillées parce qu'il pleut, quoi. Donc elles sont toutes sales et tout, et elles salissent les banquettes. En fait, les mecs sont scandalisés. Ils disent, mais elles ont rien à faire là. Et en fait, bah alors si elles ont rien à faire là, les gars, votre Assemblée, donc c'est vraiment bidon, quoi. On peut tout de suite la fermer en vrai, parce que c'est quand même de ça qu'il est question, quoi, de faire irruption, quoi. Et donc, quand on donne un récit didactique, finalement, en fait, raconter une révolution, c'est quand même pas évident. Je pense que c'est vachement enthousiasmant, mais un récit didactique ne paraît pas très efficient, quoi. Finalement, si on dit, voilà, le 14 juillet, nanana, on enchaîne les dates comme ça, on explique... ouais, on s'endort, et puis finalement, on saisit pas, en fait, ce truc-là des possibilités qui s'ouvrent, quoi, de manière d'un seul coup, quoi. Je sais pas, comme... Ben, même, je rebondis là-dessus, mais je crois que c'est presque une manière de raconter... donc l'espèce de côté, tous les événements sont tendus vers la fin, raconter les événements depuis la fin, en disant, voilà comment les choses ont fini par aboutir à la Ve République, à, j'en sais rien, moi, à la Terreur, tout ce qu'on veut. C'est effacer de l'histoire toutes les idées, les possibilités qu'il y avait de ne pas fonctionner comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi une manière de complètement briser l'imaginaire aujourd'hui pour penser notre futur différemment, quoi. Il y a une espèce de continuité comme ça, historique, qui sert aussi à un projet profondément conservateur, en fait, quoi, de dire, voilà comment l'histoire s'est faite, elle s'est faite sans... c'est pas du tout un buisson, c'est comme une autoroute, alors que c'est pas le cas. Et un peu sous-entendu, c'est comme ça aussi que la politique doit se mener, avec une espèce d'autoroute à la fois conservatrice et en même temps complètement dans une idée de progrès complètement surannée, quoi. Et en plus, dans le cas précis de la Révolution, c'est un mouvement populaire qui fait la Révolution française. Et puis surtout, comment c'est raconté, c'est qu'il fonce droit dans le mur en mode vous voyez bien ce que ça donne, quoi. À la fin, on guillotine tout le monde, il y a du sang partout et vous êtes contents. Et donc, heureusement, l'ordre bourgeois revient derrière ça grâce à l'Empire et tout ça, machin. Mais ça, c'est aussi un récit bah ouais, complètement réactionnaire, quoi. Donc nous, on veut montrer... c'était pas obligé, en fait, c'est pas obligé de le raconter comme ça, c'est pas obligé de le voir comme ça, c'est pas obligé de considérer que 93, 94, c'est un bain de sang ignoble et qu'il y a que ça qui se passe, quoi.
Et puis, c'est pas obligé de penser que ça aurait pu se passer autrement aussi, et que peut-être que si la révolution, voilà, si le règne en fait réel de l'égalité et de la liberté n'est pas advenu finalement encore, quoi, et ben c'est peut-être pas de la faute que des révolutionnaires qui étaient trop désordonnés. C'est peut-être il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu dans la salle, peut-être, quand même? Oui, vous l'avez lu. Merci. Voilà. Et juste dire un mot, parce qu'on a évoqué sur... Moi, votre ouvrage m'a fait penser à un film que j'ai trouvé extraordinaire, qui n'a pas rencontré un succès. C'est le film de Pierre Scholler, Un peuple et son roi, qui avait aussi essayé d'aborder la Révolution française à travers le peuple. Il y a des parentés, quand même. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des parentés. Je sais pas si... On trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de choses chouettes, quoi, sur la Révolution française, en fait. Il y avait des choses qui expliquaient la Révolution française, mais qui étaient un peu trop, tu vois, je sais pas comment dire, ça manquait de chair, en fait. On avait envie de faire des gens, qu'on puisse lire un truc sur la Révolution française en se disant, ces gens-là, ils ont beau avoir des perruques bizarres et être habillés bizarres et tout ça, et pas avoir de téléphone, et ben en vrai, ils sont comme nous, quoi. Donc, de pouvoir créer ça, de pouvoir penser au passé, mais en se rendant bien compte que quand même les gens qui vivaient, ça vaut pour la Révolution française il y a 200 ans, mais ça vaut aussi pour la préhistoire et tout, c'est des gens qui sont comme nous, quoi. Je pense qu'il y avait ça. Bah ouais, puis en fait, dans cette histoire-là, on montre des gens de la Révolution française, mais en fait, on parle d'aujourd'hui, quoi. On parle de gens, comme on dit, comme Youn vient de dire, les gens, ils étaient vraiment comme nous, presque sur tous les plans, quoi, à part qu'ils s'habillaient bizarrement, mais sinon, ils avaient les mêmes réactions, et ils ont fait quand même quelque chose collectivement d'hyper important, c'est qu'ils ont... ils se sont mis en danger pour choisir leur manière de vivre, quoi. À plein de moments, ils ont fait ça. Les députés en décidant de rester dans une assemblée alors qu'ils allaient être menacés. Les gens dans la rue en allant prendre des armes pour prendre la prison de la Bastille. Ce genre de choses-là, des comportements où ils se sont engagés et mis en danger pour faire pour appuyer leur choix, quoi, politique. Et ben ça nous semble être quelque chose de très important pour aujourd'hui, quoi. Parce qu'on est confronté aussi à des trucs dangereux, révoltants, et que ça nous paraît être intéressant de revoir cette histoire-là, de se dire qu'il y a 230 et quelques années, les gens n'étaient pas du tout arriérés, ou ils ont fait quelque chose d'incroyablement puissant, quoi, et que ça peut servir de regarder comment ça se passait. Nous, notre matière première, c'est le travail des chercheurs et des chercheuses. Donc, on espère aussi pouvoir le rendre plus visible et plus compréhensible. Une des sources qui nous est la plus chère, quoi, c'est ce dont parlait Florent tout à l'heure, la monographie de Haïm Burstein sur le Faubourg Saint-Marcel. C'est un truc que personne ne peut lire. Enfin, genre, c'est vraiment trop de la recherche, quoi. Moi, je galère à fond pour lire ça. Mais donc, l'idée, c'est d'essayer justement, de faire un peu les passeurs, quoi. Mais tout en piochant nous et en trouvant en fait quelque chose à raconter. Ça aussi, c'est un enjeu, je pense. Qu'en fait, raconter la Révolution française d'une manière comme dans Assassin's Creed, où finalement Robespierre, on se rend compte que c'est un espèce de vampire reptilien qui veut je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est une manière de mettre une tension dramatique. En fait, le récit réactionnaire, ou je sais pas, même je l'ai pas vu le film sur la Vendée, là. J'imagine que les mecs, ils mettent de l'attention dramatique grâce à leur... Mais c'est une manière de raconter des histoires qu'on veut plus, en fait, quoi. Nous, on veut raconter une histoire où il y a... Enfin voilà, pour transmettre la Révolution française, nous, on veut raconter une histoire où il n'y a pas de héros, il n'y a pas de camp du bien, il n'y a pas de camp du mal, il y a des masses, quoi. Il y a des gens qui sont collectivement, qui font des trucs. Il y en a qui se battent pour sauver leur peau et ça va les emmener à faire des choses peut-être super généreuses. En vrai, le motif était différent et impur et tout est compliqué.
ça, c'est aussi un vrai enjeu, en fait, de raconter une histoire. Donc là, on est plus vraiment dans le scénario. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Le truc de raconteur d'histoire, nous, c'est ça notre boulot. Et en fait, là-dedans aussi, il faut vraiment faire la révolution, parce que les mêmes histoires, toujours pareilles, avec... voilà, tous les trucs que ça véhicule, avec toujours... des mecs en avant et des filles à la fenêtre qui leur disent « Vas-y, mon gars, va tuer le dragon !» En fait, ça va plus. Nous, on a aussi vraiment envie de renouveler. Donc, je me suis peut-être un peu... C'est peut-être pas très précis, ma réponse, mais pour moi, c'est vraiment un tout, en fait, ce truc-là. Ouais, c'est ce qu'on raconte, la manière dont on le raconte. Mais d'ailleurs, en vrai, je pense qu'on échoue un peu à faire ce vrai travail de transmission parce que, et là aussi je m'adresse aux enfants par exemple, en fait notre BD elle est vraiment compliquée quoi, et c'est pas moi qui le dis, on a plein de retours de gens qui en parlent comme d'un objet vraiment en fait assez difficile d'accès quoi. Donc c'est bizarre parce que nous on est pris un peu dans une contradiction quand on a envie d'amener la bande dessinée, et on n'est pas du tout les seuls, mais vers des territoires qui sont pas trop les siens depuis plusieurs dizaines d'années quoi. Faire de la bande dessinée qui peut à peu près tout raconter et qui est plus du tout l'art des enfants et tout quoi. Et en même temps on est conscient que cette partie populaire qui s'adresse à des gens un peu de tous âges et tout, elle est hyper importante. Et je pense que c'était aussi le sens de ce que vous disiez. Et on est pris dans ce truc-là, quoi. Je pense que là-dessus, on n'a pas de... Nous, on n'a pas trop de solution, quoi. On est pris en tension entre l'envie de faire quelque chose de vraiment ambitieux, voire à des moments un peu savant, quoi, parce qu'on aime bien, dans nos recherches, réussir à démonter plutôt des choses... et à montrer la révolution sous un autre angle, avec des choses un peu nouvelles, des choses qui sont très rarement montrées dans la fiction. Donc ça, il y a un côté un peu savant, quoi. Et par ailleurs, on se coupe, du coup, moi on fait tous les deux beaucoup d'interventions dans les écoles, avec des enfants de CM2, avec des collégiens, avec des lycéens. Et c'est un peu un crève-cœur de ne pas pouvoir leur faire lire la bande dessinée, parce qu'elle est trop lourde, trop grosse, qu'il y a plein de mots compliqués. Du coup, on essaye de trouver d'autres manières de faire. Et moi, ça, je l'y crois aussi vachement, quoi, de continuer à faire... en fait, la BD, c'est une partie de notre activité. L'autre, c'est de faire ce travail-là de création avec souvent des jeunes. Et là, on peut trouver d'autres manières de faire, quoi. Et de passer ce savoir qu'on lit et qu'on compulse, et hop, de le faire un peu infuser dans des contextes qui sont une classe ou un groupe d'enfants. Là, on vient de faire une semaine de stage avec des enfants. On a parlé vraiment de ça, quoi. On est de Lorient, qui est une ville qui a été créée pour le commerce colonial et tout. Et moi, j'ai toujours eu une éducation qui de l'orientait, hyper fier de cette espèce de truc de Compagnie des Indes, de l'aventure du commerce et tout. Et là, on a essayé de faire une contre-histoire avec des enfants, et je suis hyper content de pouvoir faire ça avec ce savoir qu'on a dans les livres, quoi. Dans les livres de chercheurs et de chercheuses, qui est vraiment la base du truc, quoi. En fait, c'est ça, je pense que c'est là le rôle de l'enseignement, et nous, on est en fait vachement sollicités à la fois par des enseignants directement, mais aussi à l'IHRF. Moi, je suis allé faire une école doctorale pour montrer comment ça se l'IHRF, donc c'est l'Institut d'histoire de la Révolution française. Où travaille, il me semble, Frédéric Régent. Et il y a... en fait, c'est ça, il faut réussir à trouver la manière de diffuser, si on a envie de diffuser ça, l'enseignement, quoi. C'est, à mon avis, la meilleure solution. Ce qui me fait penser, en fait, tout de suite à l'idée aussi de quel est le soutien des institutions, quoi, financièrement. En fait, il est peut-être là, quoi, parce que je pense qu'il y a, en fait, énormément d'auteurs et d'autrices de BD vivent en réalité non pas de leurs droits d'auteur, mais des interventions qu'ils font en milieu scolaire. Il y a une espèce de forme de subvention cachée, quoi, à la création, quoi. C'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Mais à la fois, c'est bien parce que ça permet du coup à des classes de découvrir ce travail-là. À la fois, c'est un peu hypocrite parce que il n'y a pas... voilà, on touche là aussi au précariat du métier de la bande dessinée qui est quand même... à part quand on a vraiment la chance comme nous de vendre des livres et du coup d'en vivre, sinon il faut toujours trouver des expédients, quoi, comme ça
comme aller faire des interventions scolaires. Donc ça marche quand on aime bien faire ça et quand le sujet s'y prête, mais c'est aussi pour pas mal de nos collègues une espèce enfin voilà, c'est un peu une plaie quoi, d'aller faire des trucs quand on n'en a pas envie, pour avoir de l'argent, pour pouvoir créer par ailleurs. Nous, on a quand même eu le soutien du CNL quoi, pour les 2 livres, donc on va pas se plaindre du tout de ne pas avoir touché d'argent, quoi. Après, il y a vraiment un truc là, j'en profite pour dire, il y a un vrai problème de répartition de l'argent du livre en général, quoi. Et ça, les syndicats d'éditeurs sont très forts pour faire du lobbying pour que ça ne change pas. Voilà. Après... Eh ben, ouais. Pour conclure, le prochain qui suit était la question. Oui. Oui, voilà, on peut répondre. Donc, est-ce que... Il y avait la question, est-ce qu'on va faire d'autres bandes dessinées après ? Je pense que ouais. Parce que, comme on vient de dire, d'ailleurs, c'est notre métier, en fait. Donc, si on arrête, on a plus de sous. Un peu comme tout le monde. Et bon... non, mais c'est important en même temps. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pour dénigrer le truc, hein. Mais simplement, ouais, c'est comme ça qu'on vit, quoi. Et jusqu'où la révolution ? Ça, là, on n'a pas la réponse clairement, quoi. En fait, nous, on sait, on a encore 2 tomes, donc 2 volumes quoi, à faire. Le prochain, il est à peu près écrit, mais il en restera un. Et là, on ne sait pas du tout jusqu'où, ni ce qui va se passer dedans, en fait. Donc, il est trop tôt pour le dire. Mais par contre, pour revenir quand même sur le sujet qui est un peu le nôtre, c'est que là, nous, on a fini par séparer le 2e tome, dont la première moitié est celui-là avec la couverture rouge, en 2, quoi. Donc il y en a un 2e qui va paraître pas tout de suite d'ailleurs, parce qu'il est un peu écrit, mais c'est très long quand même à faire. Et ça, c'est quand même le tome central de notre histoire va être quand même autour de l'année 92, quoi. Et de ce moment, alors non pas tellement, même si on le montrera sur, je vais pas faire trop de spoil, mais le vrai truc qui nous paraît important, c'est la prise des Tuileries le 10 août 92, qui est quand même un truc que globalement les gens ne connaissent absolument pas, quoi. Et que, en termes d'événements historiques complètement fondamental, avec tout ce que ça implique, quoi, de l'insurrection qui se prépare, c'est une histoire qui est méconnue et c'est vraiment incroyable à quel point elle est méconnue, quoi. Alors que c'est peut-être l'événement le plus important de la Révolution, politiquement. Voilà. Merci.